L'Atelier Passion, le podcast des éditions LVA qui parle auto, moto et objets de collection. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Atelier Passion dédié aujourd'hui à une véritable icône de la route et des circuits, la Suzuki GSX-R. Cette moto qui souffle cette année ses 40 bougies a révolutionné l'univers de la moto sportive depuis sa première apparition en 1985. Surnommée affectueusement la GEX par les passionnés, elle a redéfini les standards de performance, d'innovation et d'esthétisme, devenant une référence incontournable dans le monde de la vitesse. et pour nous plonger dans l'histoire fascinante de la GSX-R, nous serons accompagnés de deux experts. Bertrand Lebrun, rédacteur en chef adjoint du magazine Moto Légende, ainsi que Dominique Kotzamanian, président du club 11R. Alors première question, Bertrand. La GSX-R, pourquoi un tel succès populaire ? La GSX-R, effectivement, lorsqu'elle arrive en 85, elle révolutionne vraiment le marché de la moto. Plus encore que ne l'avait fait Honda avec la 750 Four, en fait. Il y a vraiment deux années phares dans l'histoire de la moto. Pour résumer, en 69, la 750 Four va démocratiser la pratique de la moto en la rendant plus fiable, en fait, plus accessible à tout le monde. Avant, c'était vraiment réservé aux purs et durs qui bricolaient leur moto, les Anglaises, etc. Et la GSX-R, 15 ans après, arrive et redéfinit un nouveau canon de la moto performante et sportive, en fait. Dominique, alors, quels sont ces canons ? Pourquoi elle révolutionne le monde de la moto ? Comme l'a titré un journaliste à l'époque, il a dit c'est la course en vente libre. Donc, et un autre aussi, c'est la reine des 750 sportives. Donc, il y a eu vraiment un coup de tonnerre qui est arrivé en 85 et les journalistes, quand ils ont vu arriver les prospectus du constructeur Suzuki avec les GSX-R, ils ont dit c'est quoi ça ? C'était une moto de course sur la route quoi, pour tout le monde. Quoi. C'était un coup de tonnerre et pour vous, c'était aussi un coup de foudre du coup, il y a 40 ans ? Oui, je pense que c'était une moto fait pour rouler tranquille, voilà quoi. Avec Tranquille, et pourtant elle venait de la course. Tranquille, tout dépendait de, ouais, c'est vrai, tout dépendait du conducteur quoi. En fait, comme l'explique Dominique très justement, la GSX-R, elle découle vraiment d'une moto de course. Jusque-là, les Honda, les autres grands constructeurs japonais, tiraient de leur moto de série des machines de course. Ça a été le cas chez Honda, on l'a dit, avec la CB, etc. Là, franchement, quand on regarde la GSX-R, c'est un copier-coller d'une moto d'endurance que Suzuki a lancée la saison précédente. Et d'ailleurs, les Français ne sont pas pour rien dans cette aventure parce que la moto de course en question, elle a été développée dans les mains de Dominique Mélian et du CERT, qui l'a fait briller après pendant de longues années en compétition. Alors on y viendra. Justement, les ingénieurs Suzuki, à l'époque, en 85, voulaient que chaque propriétaire se sente comme un pilote pro, même en allant chercher du pain. Mission accomplie, elle pesait à peine 176 kilos, soit 20 à 30 kilos de moins que ses concurrentes. Et c'est ça aussi qui a fait le succès, c'est-à-dire qu'on pouvait mettre aux mains de pilotes de tous les jours une moto qui avait des vraies qualités de course. Oui, effectivement, c'est ça. C'est une moto qui était légère par rapport. Les motos, elles faisaient plus de 220 kilos à l'époque, et celle-là, elle faisait moins de 176 kilos avec 200 kilos tout plein fait, quoi. Et c'était une moto assez facile à conduire. Et avec les limitations sur la route, c'est quoi l'intérêt finalement d'avoir une sorte de moto de course entre les mains et d'être bridé en fait ? Alors, à l'époque, il y avait des limitations de vitesse, c'est effectivement, mais il y avait beaucoup moins de radars, beaucoup moins de répression policière sur les motards. Et donc, il y avait des endroits où vous pouviez rouler un peu plus vite que la normale. Alors, pour répondre un peu indirectement à ta question, Mélissa, il y a un adage, je crois que c'est les Anglais qui disaient ça, qui disait que course gagnée le dimanche, vente le lundi, quoi. Donc, c'est ce qui faisait un peu la force de tous les constructeurs à l'époque, c'était la performance, c'était les succès sportifs qui faisaient vendre des motos. Donc, c'est vrai qu'il faut replacer sa sortie dans le contexte de l'époque. Dire que ce qui fait sa légèreté aussi, sans rentrer dans des détails techniques, c'est le fameux cadre à alu, en fait, qui était jusqu'à présent, les motos, même de sport, étaient dotées de châssis
acier, beaucoup plus lourd. Donc c'est ce qui caractérise la moto. Même visuellement, parce que ce cadre-là forme une virgule en fait en aluminium et on la reconnaît de loin en fait avec cette signature graphique. Alors c'est d'autant plus fort de la part de Suzuki que, pour revenir à l'histoire, que en fait Suzuki c'est le dernier constructeur japonais à être venu aux 4 temps. C'est un constructeur qui s'était fait connaître dans les années 60-70 par le 2 temps, des 2 temps plus ou moins performants, et qui s'était fourvoyé après dans le moteur rotatif qui a failli les condamner d'ailleurs. Et Suzuki est le dernier constructeur japonais arrivé aux 4 temps avec la GS. Donc, dont le préfixe préfigure le nom GSXR. La GS qui arrive en 77. À partir de là, Suzuki rattrape son retard, mais il s'en est fallu très peu pour que la firme ne disparaisse. Oui, c'était au mal. Enfin, c'était pas en bonne forme, Suzuki, à l'époque, en 84. Donc la GSXR a sauvé la marque. Alors, c'est la GS qui est la grand-mère de la GSXR qui a sauvé la marque, ça on peut le dire, mais la GSXR, elle fait rattraper Suzuki, son retard considérablement. A contrario, à partir de la GSXR, c'est Suzuki qui va, j'allais dire, imposer ce nouveau canon pendant plus de 30 ans, parce que là, on est en 2025, on sort tout juste de l'impact de la GSXR, on peut dire ça comme ça. Les constructeurs commencent à refaire des motos différentes, des trails, des petites sportives twin, de bicylindres, etc. Mais pendant plus de 30 ans, le concept de la moto de sport à cadre alu périmétrique et 4 cylindres, 4 temps surpuissance, c'est la GSXR qui l'a imposé en fait. Alors justement, quelles seront ses concurrentes à la GSXR ? Alors au départ, aucune concurrence. On va dire ça, sur les premières années, parce que la concurrence tarde à réagir. Et après, effectivement, déjà à l'époque, une parenthèse, l'amateur de motos sportives pouvait hésiter, même dans le catalogue Suzuki, entre une Gex et une 500 Gamma. Alors, c'est certes pas la même moto, mais c'est une moto qui, elle aussi, s'inspire de la course, du Grand Prix, là, en l'occurrence, et qui était proposée à un tarif encore plus compétitif. Parce que c'est ça qui faisait aussi la force de Suzuki, c'est son tarif. La GSXR, elle est proposée à 42 500 francs à sa sortie, ce qui est super compétitif à l'époque. Par exemple, les amateurs de motos de sport à l'époque, pour pouvoir assouvir leurs envies, se faisaient construire des motos chez Martin, ou des gens comme ça, des motos artisanales, mais qui coûtait une fortune. C'était construit à la carte, c'était très cher. Et c'est ce qui a fait la force de la GEC, c'est qu'elle répond à ces attentes-là en série, quoi, avec un prix forcément beaucoup plus attractif. Donc la concurrence, elle vient d'abord de chez Suzuki. Après, Dominique va nous l'expliquer. Il y a eu une réaction des voisins. Yamaha sort la FZ 750, qui a un moteur innovant, refroidissement à eau, 5 soupapes. Donc ça avait vraiment interpellé la presse, et tout le monde, 5 soupapes. Et puis en fait, elle n'arrive pas, elle sort en même temps, mais les ventes, ça passe pas, quoi. Ça décolle pas. Je crois que l'année 750, je crois qu'il y a 750 FZ qui se vendent, et les GEX, 750 GSXR 85, il y en a 1200. Donc pourtant, c'est deux modèles. C'est un modèle complètement nouveau, le FZ. Et Yamaha, c'était pas un petit constructeur. Exactement. Techniquement, Yamaha proposait quelque chose d'intéressant, mais Suzuki, leur force, c'était vraiment cette image de compétition et de sport. On avait vraiment l'impression de pouvoir s'acheter la moto d'endurance. Après, il y a Kawasaki qui réagit avec la Stinger, et il faut attendre 1989. Et après, encore Honda avec le CBR 900, qui lui va, pour le coup, réimposer un nouveau standard de moto super sportive, un standard que Suzuki va réussir à maintenir de son côté. Donc la GSXR, elle continuera quand même sa carrière. Oui, avec les SRAD. Donc on est en 85 avec la sortie de la 750, et très vite un nouveau moteur arrive, en tout cas une nouvelle version à 1100 qui sort en 86. Oui, là c'est une GSXR+. Elle était surnommée le missile. Oui, elle arrive, elle se prend le bridage des 100 chevaux en 86, comme les VMAX, tout ça. Et donc la GSXR, elle arrive à 100 chevaux ici en France, mais chaque acheteur le lendemain achetait un
cheville ou un Can-Am ou un échappement pour retrouver ces 130 chevaux. Parce qu'en fait, le bridage, il était fait qu'à l'échappement. Il y a même un journaliste moto lors d'un test qui a écrit à l'époque vous ne pilotez pas la GSX-R 1100, vous la survivez. Oui, c'est ça. Alors, dans le même ordre d'idée, on rappellera pour l'anecdote, il y a prescription que le fameux Prince Noir qui avait défrayé la chronique télévisuelle de l'époque en parcourant, en battant, si on peut appeler ça comme ça, le record du tour du périphérique à 192 km/h de moyenne dans la circulation, avait effectué sa triste performance sur une GSX-R 1100, pour vous donner un ordre d'idée. Mais bon, c'est vrai que c'était une époque vraiment très différente d'aujourd'hui où la performance prédominait un peu le monde moto. Et ensuite, au milieu des années 90, arrive la GSX-R 600. Quelle est la différence notoire avec les autres modèles ? Après, au fil des millésimes, effectivement, Suzuki élargit la gamme, donc on aura un 600. Avant, rappelez que la GSX-R a évolué un peu techniquement, parce que ce qui faisait sa particularité, et ce qui fait encore sa particularité en matière de modèle de collection, c'est son type de refroidissement. Voilà, Dominique pourra nous expliquer ça mieux que moi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la première génération de GSX-R, c'est-à-dire 750, ça part de 85 jusqu'à 87, et puis le 1100, ça part de 86 à 88. Là, c'est des motos qui sont vraiment faites pour la course, il y a les bracelets sous le T. C'est des motos que vous pouvez même engager sur des courses de production ou des courses de vitesse. Après, à partir là, en 88 et 88 pour le 750 et le 89, il y a une deuxième génération pour le 1100, 89 pour le 1100. Il y a une deuxième génération de moteurs et de cadres qui arrive. Et là, Suzuki choisit de vraiment identifier la 750 plus typée course, c'est-à-dire avec des bracelets, des équipements très racing. Et le 1100 89, les autres années jusqu'en 91, 92, c'était plutôt sportive GT. En fait, la moto était beaucoup plus confortable, moins typée, un peu plus lourde, mais avec un moteur qui était assez puissant. Mais l'identité de la moto était plus sport GT, quoi. Et après, il y a eu le passage au refroidissement à eau en 93 pour le 1100, 92 pour le 750. Et puis il y a eu après l'arrivée du SRAD 600 et 750. Et l'histoire continue après, puisque la dernière GSX-R qui s'est fait connaître, c'est la 1000. Là, qui est vraiment une moto beaucoup plus moderne dans sa conception. Et c'est le 1000 qui est devenu le standard en fait en matière d'endurance, puisque quand on parle de GSX-R 750, c'est parce que la catégorie phare en endurance, c'était des 750 cm3. Avec l'arrivée de la 1000, l'arrivée de la 1000 coïncide avec un changement de réglementation qui fait que c'est la cylindrée 1000 cm3 qui est utilisée désormais en course d'endurance. Alors justement, parlons piste. Donc c'était une moto, ou c'est une moto d'endurance et pas de GP. Voilà, d'endurance, qui tout de suite, lorsqu'elle est arrivée, et c'est ça aussi qui a fait le succès du modèle, les pilotes français amateurs éclairés de bon niveau s'en sont emparés et ont fait briller la GSX-R tout de suite dans beaucoup de catégories, que ce soit effectivement en endurance avec l'appui des gens comme le CERT et Dominique Mélian, mais aussi en production, Dominique pourra nous le confirmer, où on a vu arriver une pléiade de pilotes français qui ont fait leurs premières armes sur la GSX-R. Oui. Et en fait, vous citez des pilotes assez connus qui roulaient sur des 1100 en production à l'époque, en 86, 87, 88. Il y a Thierry Crine, il y a Boueben, Alex Vieira, qui est la seule fois où il roule en Suzuki, parce que c'était un pilote Honda pendant des années. Et une année, en 87, il roule sur un 1187 GSX-R Suzuki. Il y a aussi Adrien Morias, il y a Jean-Yves Mounier, il y a Bruno Lobihan, il y a Graziano, Ferracci. Gilles Housson était sur Honda, Bastianini était sur Suzuki, Graziano sur Suzuki, et Morias était sur Kawasaki. Et tous ces gens-là, c'était vraiment dans des courses de production qui étaient vraiment très, 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 très disputées, quoi.
Une anecdote pour illustrer le fait que la GX a été une compétition client ultime. Là, ces derniers jours, en préparant le hors-série que la rédaction consacre à la GX. La rédaction de Moto Légende. Hein. Ouais, tout à fait. Je suis retombé sur une archive de Jean Basselin qu'on connaît par ailleurs pour être collectionneur de Triomphe et puis l'ancien régisseur de véhicules de Johnny Hallyday. Et je savais pas du tout qu'il avait roulé en GSXR. Et non seulement il avait roulé en GX à l'époque, mais on est retombé sur une photo de lui au Mans. Je crois que c'est en 86 ou 7, pas beaucoup plus, où ils engagent avec plusieurs coéquipiers une GX quasiment d'origine. Ils changent les pneus, ils mettent des pneus slick, une rampe de carbu racing, un échappement qu'entre en un, et sans autre modification, je crois qu'ils terminent 5e du Mans avec un chrono à 244 km/h dans le virage d'un lobe. Enfin, c'est pour vous donner un ordre d'idée de ce que pouvait permettre une GSXR de série à des pilotes de talent, mais quand même sans grande modification, quoi. Oui, là, on regarde les grilles de départ des 24 heures du Mans en 85, 86. C'est beaucoup de GX6R. C'était vraiment la moto populaire pour les futurs, enfin les pilotes qui n'avaient pas trop de budget, quoi. Et puis aussi, c'est qu'il y a aussi l'île de Man, où la GSXR 1100 gagne le Titi en production, ce qu'on appelait le 1300 production. Vous regardez le podium, le 86, c'est que des GSXR, c'est qu'un 1100 GSXR. C'est en 86, en 87, en 88, ils raflent à chaque fois le titre. Donc performante, fiable. Très fiable. Oui, ça aussi, on a oublié d'en parler, mais c'est ce qu'a fait le succès de la GX. Tellement fiable d'ailleurs que certains se sont pas trop préoccupés de son entretien et que d'autres s'en sont emparés pour dans les années 90-2000. La GSXR, ça a été la reine du tuning. Hein. C'était la moto la plus modifiée, bricolée de toutes parts. Pourquoi ? Parce qu'elle était pas chère, on en trouvait beaucoup en occasion. Aussi parce que ce qui était encore le plus facile quand on s'était vautré avec une GSXR de série et son carénage, c'était de la remonter sans avec une peinture perso pour en faire un Street Fighter, comme on appelait ça à l'époque. Donc ouais, c'est vraiment une moto qui a marqué son époque et dont la fiabilité est encore reconnue aujourd'hui, même si ça devient peut-être un peu plus compliqué à maintenir. Enfin, je parle là des tout premiers modèles, mais ça, Dominique pourra nous en parler en collection. D'ailleurs, en anecdote, il y a Kevin Schwantz, l'un des plus grands pilotes Suzuki, a un jour déclaré en plaisantant que la GSXR était si fiable qu'il aurait pu faire une saison entière en GP avec une seule moto, à condition d'avoir assez d'essence. Donc, effectivement, même les plus grands reconnaissaient les qualités indéniables de la moto. Oui, je pense que ça fait ses premières armes aussi sur un 750 GSXR. Il a fait Daytona aussi. Il a fait Daytona avec un 750 GSXR. Pour revenir là, sur la moto, par exemple en 89, la 1100 GSXR 1989 est la plus grosse vente de toutes les motos de l'année, quoi. C'est vraiment 3000 motos, 3000 1100 GSXR qui se vendent comme ça. Donc derrière 3000 et ça a continué en 89, 90, 91. Puis après c'est descendu beaucoup. C'est descendu au niveau des 1100. Mais c'est pour ça qu'on retrouvait beaucoup de motos en occasion. 3000 motos, c'était impressionnant. Et en 2015, pour les 30 ans, Suzuki a ressorti une édition spéciale, je crois. Du coup, ça a relancé un petit peu les ventes ou Ouais, alors ce qu'il faut dire, c'est que malheureusement, la GX ça vient de sortir il y a 2 ans, je crois maintenant, du catalogue français, européen, pour des histoires de normes, d'homologation. C'est ça, qu'au Japon, elle n'est plus vendue non plus depuis un peu moins longtemps, mais la sortie du catalogue également. Elle l'est encore aux États-Unis, où forcément les normes sont un peu plus moins prégnantes, on va dire. Ouais, c'est une moto qui a une carrière hyper longue, peut-être une des plus longues de la production moto, qui a donné naissance aussi, si on parle des moteurs Air Wheel, à toute une
une série de familles chez Suzuki, les Suzuki Bandy, qui fêtent aussi leur anniversaire, né en 95, et héritent des moteurs GSX-R, pour simplifier. Enfin, c'est vraiment une moto qui a impacté le monde de la moto pendant plus de 30 ans. Les motards se sont beaucoup amusés avec, parce qu'il y a eu beaucoup de préparation ou d'éditions limitées même. Voilà, c'est une moto que l'on pouvait un petit peu transformer, préparer à sa façon et à sa sauce. Alors Suzuki aussi a sorti des séries limitées en 86, en 89, en 94. Après, c'était des séries limitées, mais plutôt, c'était pas au niveau des pièces, c'était moins prégnant, quoi. Il y a eu des couleurs typiques, style Cert, style Yoshimura, pendant les suivantes. Il y a aussi, dans les années 2000, il y a eu les 600, les 750 et les 1000 G6R qui sont sortis, avaient vraiment étoffé ces nouveaux moteurs qui ont fait qu'elle a encore perduré jusqu'au catalogue, jusqu'en 2025, puisque je crois que celle qui sort, elle est aux couleurs du 85. Et puis dire aussi que de toute façon, depuis maintenant 20 ans, la Gex est tombée dans les mains de collectionneurs qui avaient très vite compris que ce serait une moto collector, et en tout cas une moto qu'il faudrait conserver, préserver. Dominique est le premier à pouvoir en témoigner, puisque je crois qu'il en possède 10. Non, c'est vrai que c'est une moto qu'il faut, dans une collection multimarque, multi-époque, il faut avoir une GSX-R. Pour moi, ça me paraît l'élément essentiel comme un 4x4 dans une collection, quoi. Justement, on arrive dans le domaine de la collection avec la GSX-R. Donc aujourd'hui, on sait à peu près le nombre de collectionneurs ou de motards propriétaires d'une GSX-R. J'ai pas recensé. Par contre, c'est étonnant qu'il y ait autant de groupes Facebook, de clubs, qui vraiment, mais de partout le monde. Moi, je connais un groupe qui est en Norvège, un préparateur, ou un ou deux préparateurs au Japon qui travaille que sur les G6R Airwheel. Il y a des groupes en Allemagne, il y a des groupes en Angleterre, il y a des groupes aux États-Unis, en France, en Espagne. En Espagne aussi. Il y a vraiment. Et moi, j'ai aussi des correspondants au Chili. Au Chili, des gars qui roulent encore G6R Airwheel au Chili. Ou en Grèce, c'est vraiment international. C'est un réseau, quoi. C'est un réseau de passionnés de ces motos-là. Elle a même été dragster, la GSX-R, aux États-Unis. Ils mettaient des turbos pour atteindre les 400 km/h sur la ligne droite. Avant que la Yabusa arrive, effectivement, c'était des bases de... Le moteur GSX-R a servi à pratiquement tout. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'elle est toujours autant convoitée. C'est que c'est pour une moto sportive qu'elle était. Elle a été aussi une moto qu'on a vu beaucoup sur les routes, et Dominique peut aussi en témoigner. C'est une moto avec laquelle les motards partaient en voyage, en vacances, un sac à dos sur le dosseret de selle, et puis roule ma poule, quoi. Alors que c'était une moto faite pensée pour le circuit, mais qui n'a pas empêché les gens de rouler, et de rouler loin, justement grâce à sa fiabilité. Oui, c'est vrai. Oui, moi, j'ai jamais elle m'a jamais laissé sur le bord de la route, cette moto. Pourtant, je suis allé en Grèce, dans le Péloponnèse. Je suis allé en Crète aussi, faire le tour de l'île Crète. Je suis allé aussi voir des grands prix moto à Assen. J'ai fait aussi en ex-Yougoslavie. Maintenant, ça s'appelle la Slovénie, à Rijeka, au Salzburg-Ring, le circuit a été fermé. J'ai fait des tours en 1100 G6R avec d'autres qui roulaient avec d'autres motos, mais elle était vraiment très fiable, quoi, et confortable. Elle semble parfaite, cette moto, mais est-ce qu'il y a des points à surveiller aujourd'hui quand même ? Ouais, alors ça, pareil, les spécialistes pourront nous le dire, mais effectivement, avec le temps, ça commence à être un petit peu plus compliqué qu'il y a encore quelques années. On trouvait quasiment tout chez Suzuki et son réseau. Bon, le réseau Suzuki, d'une part, il a tendance à s'amenuiser un petit peu pour d'autres raisons, mais les pièces de GSX-R, forcément, sont tombées entre bonnes mains, donc ça commence à être compliqué pour certaines parties de la moto, Dominique. Oui. Au niveau des pièces d'origine, ça commence. Le catalogue Suzuki est en train de s'épuiser à force qu'en V, surtout des pièces moteurs.
les pièces stratégiques, enfin pièces moteurs, des patins de chaîne de distribution, des pignons de sortie de boîte, enfin pas des pignons mais des roulements de sortie de boîte, pardon, et des pignons de boîte aussi qui commencent à être, qui n'existent plus. Et quelle est la cote aujourd'hui d'une G6R? Selon la version, il y a plusieurs... Je vais pas te dire une cote précise. Je sais que ça monte en ce moment, ça monte depuis un certain temps. Est-ce que on est arrivé à un palier? Est-ce que ça va encore monter? Je peux pas vous dire. C'est une moto populaire quand même. C'est pas une moto qui a été sortie, sauf les séries limitées ont été produites à 200 ou 500 exemplaires. Là, oui, effectivement, il y aura une cote. Mais après, les motos, elles arrivent plutôt, enfin, je dirais, à des niveaux de prix qui sont normaux par rapport à d'autres motos qui étaient peut-être surcotées, quoi. Et qui n'avaient peut-être pas la même technologie et le même aura que cette moto-là. Ouais, je crois qu'on peut trouver une belle, un beau modèle de GEX parfaitement d'origine. Ça doit tourner dans les 7-8 000 euros, on va dire ça comme ça, pour donner une moyenne. Et l'entretien coûte cher? L'entretien, que ça soit les plaquettes, les pneus, non, c'est standard. Hein. C'est surtout à partir de la deuxième génération où on passe en route 17. Là, il y a des pneus. Il y a les plaquettes, c'est pareil. C'est des étriers qui ont été montés pendant des années. Après, il n'y a pas de. Il n'y a pas de gros frais, quoi. Les frais seront sur, si c'est des motos carénées, c'est tout ce qui est réparation des carénages, et trouver un tête de fourche, c'est mission impossible, quoi. Il y a des refabrications de certaines pièces? Il y a des refabrications, pas beaucoup, je trouve, pas assez. Peut-être qu'il faut aller en Angleterre, qui sont vraiment experts là-dessus. Mais par exemple, refaire des boîtes, oui, je pense qu'il y a mais c'est pas encore au niveau de Honda, du Honda CB ou peut-être d'un RC30. C'est ici que l'association fondée par Dominique et consorts intervient et est d'une aide précieuse pour le collectionneur, enfin pour l'amateur. C'est que ça permet de constituer un réseau et puis de fédérer des gens qui s'intéressent à les mêmes motos, de retrouver des sources pour des pièces, etc., ou voire peut-être de faire fabriquer certaines choses. Mais en tout cas, le club, il existe depuis 15 ans maintenant, Dominique? Oui, en fait, c'était une amicale on roulait, on était 4-5 à rouler dans les années 2000 ensemble. On s'était retrouvés sur les motos. Et puis, moi, j'avais roulé un peu avant. Et donc, j'avais créé un forum en 2003, un site internet en 2001. Donc, c'est un site internet 56K avec une page qui mettait du temps à s'afficher, quoi. Et donc, j'avais été contacté à l'époque, en 2001, par un Hollandais qui lui aussi recensait toutes les G6R du monde. Et donc, il m'a aidé à faire le site. Après, on a fait un forum en 2003. Et puis, le forum a bien marché. Et puis, en 2007, on fait les premiers salons Moto Légende. On fait les coupes Moto Légende. Et puis, en 2009, on est 50 à se dire, tiens, si on se faisait une association. Et puis, la première cotisation est en 2010. Et puis, voilà, ça fait 15 ans. 15 ans que l'association est officielle, mais l'amicale, elle date de 85-86, quoi. Et alors, quel type d'animation vous proposez dans votre club? On s'adosse à des événements officiels, style Coupe Moto Légende, le Salon Moto Légende avant, le Sunday Ride Classic, d'autres, le Salon du 2 roues qui va arriver bientôt. Il y a aussi une partie restauration, il y a une partie aussi amélioration avec des pièces modernes, on va dire des fourches de 2000 G6R des années 2000. Il y a plusieurs branches, si vous voulez, dans le club, quoi. Et il y a aussi une espèce de référentiel au niveau de notre forum où là, j'ai stocké avec une autre personne qu'on a documenté et stocké des informations sur ces motos-là. Avec une grosse expo pour marquer l'anniversaire à venir aussi, on peut en parler sans tout dévoiler, voilà. Une grosse expo au S2R, c'est ça ou... Oui, tout à fait. Et on va présenter un panel, un spectre de la G6R dans toutes ses
dans toutes ces variantes, que ce soit de la compétition, de la collection, du série limitée, de la préparation, et puis de la restauration. Et avec un nombre de motos qui va illustrer les 40 ans du GSX-R 750 et sa lignée de 40 ans d'années de GSX-R. Bertrand, pour fêter l'anniversaire de la GSX-R, tu as été à la tête d'un hors-série donc qui est consacré à la bête et donc qui sort en ce début d'année. Oui, tout à fait. On ne pouvait pas passer à côté du sujet. Effectivement, d'ailleurs, des gens comme Dominique nous ont bien aidés pour étayer notre propos. On a essayé de survoler toute l'histoire du modèle, mais pas seulement, de faire quelques rencontres. Forcément qu'on a réinterviewé Dominique Mélian pour qui nous explique effectivement toute l'affiliation qu'il y avait entre le monde de la course et la moto de série. On a retrouvé une GS 1000R qui est une moto qui a préfiguré la GSX-R. On a été allé à la rencontre de collectionneurs comme je pense à ce couple sociétaire du club d'ailleurs, qui roulent tous les deux, qui se sont remis à la moto il y a plus de 30 ans sur le tard et qui continuent de rouler sur leur moto à plus de 70 ans, qui font du circuit, etc. Enfin bref, on a fait plein de rencontres, on a nous-mêmes appris plein de choses sur les préparations par exemple. Vous y retrouverez des préparations, les spécialistes sauront de quoi on veut parler, des Roca, des Formula, etc. Enfin voilà, on a essayé de brosser toute cette histoire qui est très très riche, où les amateurs du genre, je pense, pourront avoir plaisir à découvrir le hors-série dans les kiosques. Donc GSX-R, 40 ans d'une sportive culte. Donc c'est un hors-série moto-légende à retrouver chez tous les bons marchands de journaux et sur le site internet des éditions LVA et de la boutique du collectionneur. Retrouvez tous les épisodes de l'Atelier Passion sur la chaîne YouTube des éditions LVA. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. À bientôt!